Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours en classe de première. Donc dans votre cahier, partie leçon, vous allez écrire en rouge le numéro du chapitre, suivi de son intitulé Probabilité conditionnelle. Mettez la vidéo en pause puis reprenez une fois que c'est noté. Alors voici le plan du cours. Donc comme toujours, ce plan de cours n'est pas à écrire dans votre cahier dans un premier temps, mais je vous le montre encore une fois pour savoir un petit peu ce qui va être à traiter par la suite. Donc en grand 1, on parlera de probabilité d'un événement. Donc ce sera une partie du cours qui sera essentiellement constituée de rappels de classe de seconde. En grand 2, on parlera de probabilité conditionnelle. Et en grand 3, d'événements indépendants. Voilà, donc maintenant, en rouge dans votre cahier, vous écrivez probabilité d'un événement, suivi de petit a, définition, en vert. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Donc définition, un événement peut être à peu près n'importe quoi pouvant se produire ou non. Par exemple, le fait d'obtenir un nombre impair avec un dé à 6 faces est un événement que l'on note à, deux points, ouvrez les guillemets, obtenir un nombre impair. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Si A et B sont deux événements, on note A inter B, on dit aussi A et B, la conjonction des événements A et B. Ça se prononce A et B ou parfois encore A inter B. Schématiquement ici, comment est-ce que ça se présente? Donc imaginons ici que je représentais l'événement A et là l'événement B. Ici, j'en ai pas encore parlé, mais c'est oméga, l'univers des possibles. Eh bien A et B, c'est tout ce qui se croise, et c'est tout ce qui est ici, là, au croisement de A et B, si on peut dire. Alors que A ou B, la disjonction des événements A et B, donc ça se prononce A ou B, ou parfois on dira aussi A union B, eh bien en fait, ici, au niveau de la représentation, on va représenter comme ceci, c'est tout ce qui effectivement compose au moins un des deux événements. Donc dans A ou B, j'ai l'événement A, l'événement B, et j'ai même l'intersection des deux. Remarque importante, c'est que le ou mathématique, il a un sens inclusif. En fait, on peut avoir A et B à la fois, comme je viens de le dire à l'instant. En fait, c'est même ce qui, justement, c'est la grosse différence entre le ou mathématique et le ou français. En général, en français, quand on s'exprime, quand on emploie le mot ou, on comprend bien qu'il a souvent un sens exclusif. Par exemple, quand je parle d'une porte, elle est soit ouverte, soit fermée. Elle est ouverte ou fermée. Alors qu'en mathématiques, le ou, il a un autre sens. Comme je viens de le dire, il est inclusif. On peut avoir A et B à la fois. Mettez la vidéo en pause, puis après une fois que c'est noté. Définition en rouge. La probabilité, du latin probar, prouver, tester, est une évaluation du caractère probable d'un événement. Elle est représentée par un nombre compris entre 0 et 1. Ça, c'est une chose super importante, puisque concrètement, j'ai souvent vu dans des copies d'élèves des erreurs, notamment avec des probabilités qui étaient supérieures à 1. Et vous comprenez là que ça n'a pas beaucoup de sens. Donc c'est très important quand on fait un calcul de probabilité de s'assurer que le nombre qu'on a obtenu est bien compris entre 0 et 1. Autre définition importante, un événement impossible est un événement de probabilité nulle. Un événement certain est un événement de probabilité 1. Propriété. Si A et B sont deux événements, la probabilité de la réunion, donc P de A union B, P de A ou B si vous préférez, est égale à P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors en fait, ici on peut l'expliquer assez simplement. Quand je réunis A, quand j'ai A ou B au moins un des deux événements, ben en fait, j'ai P de A plus P de B, mais rappelez-vous que dans A et même dans B, on a l'événement A inter B qui est dedans. Donc en fait, en additionnant ces deux probabilités-là, je prends le risque en fait de compter deux fois la probabilité d'intersection. C'est pour ça qu'ici je la retire. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, puis reprendre une fois que c'est noté. Propriété. Si A est un événement, on note A bar l'événement contraire de A. En particulier, on va voir que P de A bar c'est égal à 1 moins P de A. Ou encore en intervertissant les deux rôles ici, P de A c'est aussi égal à 1 moins P de A bar. Définition en rouge, on dit que deux événements A et B sont incompatibles lorsque la probabilité de leur intersection est nulle. Remarque en vert, en particulier, les événements A et A bar sont incompatibles. On ne peut pas avoir l'événement A et son contraire en même temps. Ça n'a pas de sens. La probabilité de A inter A bar, c'est égal à 0. Et parfois aussi, vous verrez dans certains livres de mathématiques et dans certains
sur certaines sources, parfois vous verrez l'expression disjoint. Mais nous, on préférera plutôt utiliser le mot incompatible, c'est plus correct dans le cadre des probabilités. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Petit b, envers cas d'équiprobabilité. Alors on va rappeler ce que c'est que ça. Définition en rouge, on considère une épreuve aléatoire et ayant un nombre fini d'issues. On dit qu'il y a équiprobabilité si toutes les issues ont la même probabilité. Dans ce cas, pour tout événement A, on a P de A qui est égal au nombre de cas favorables à la réalisation de A divisé par le nombre de cas possibles. Donc cette formule-là, on va l'expliciter un peu plus tout à l'heure dans un exemple. Remarque, en vert, le nombre de cas possibles, il est noté parfois aussi cardinal d'oméga, où oméga, comme je l'ai dit précédemment, désigne l'univers des possibles, c'est-à-dire l'ensemble de tous les résultats possibles au cours d'une expérience aléatoire. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Prenons un exemple. On va illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de voir à l'instant. On lance un dé à 6 faces, qu'on suppose parfaitement équilibré, et on note la face du dessus. On va considérer les deux événements suivants. L'événement A, c'est obtenir un nombre impair. L'événement B, quant à lui, c'est obtenir un nombre supérieur ou égal à 3. Quel est l'univers des possibles? Eh bien, l'univers des possibles, oméga, il est constitué des issues des événements élémentaires, on peut dire aussi, eh bien, des issues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on est bien en présence d'une situation d'équiprobabilité. Bah oui, puisqu'en fait, chaque face a une chance sur 6, si on peut dire, de sortir. Chaque numéro a une chance sur 6 de sortir. Calculons maintenant les probabilités de différents événements. Déjà, on va commencer par les événements A et B. Donc déjà, l'événement A, il est constitué de quelles issues? Quelles sont les issues qui réalisent l'événement A? Je vous rappelle que A, c'est obtenir un nombre impair. Les nombres impairs sont 1, 3 et 5. Il y a 3 cas favorables à la réalisation de l'événement A, et il y a 6 issues possibles. 6 cas possibles. Donc P de A, c'est 3 sur 6. Pour l'événement B, obtenir un nombre supérieur ou égal à 3, c'est 3, 4, 5 et 6. Voici les issues qui réalisent l'événement B. Donc la probabilité de l'événement B, c'est 4 sixièmes. 4 cas favorables sur 6 cas possibles. 4 cas favorables à la réalisation de l'événement B. Maintenant, pour l'intersection de A et B. Pour A et B, eh bien, on a, comme issue qui réalise l'événement A et B, les issues sont 3 et 5. Je vous rappelle que A et B, il est constitué des issues qui sont à la fois dans A et dans B, simultanément. Donc ici, on a bien 3, on a bien 5, mais 1, 4 et 6 n'en font pas partie. Ici, on a donc 2 cas favorables à la réalisation de l'événement A et B. Autrement dit, P de inter B est égal à 2 sixièmes. Pour l'événement A ou B, donc l'événement A ou B, cette fois-ci, on réunit les événements qui sont dans au moins un des deux, si on peut dire un des deux ensembles là, même si c'est pas très correct de le dire comme ça. Donc ici, A ou B, en fait, il est réalisé quand au moins un des événements A et B est réalisé. Donc il est constitué des issues 1, 3, 4, 5 et 6. Justement, vous m'avez entendu souvent dire là, au moins un des deux. En fait, le ou, ce ou mathématique, souvent dans les énoncés aussi, vous rencontrerez de temps en temps l'expression au moins 1. Et donc vous comprendrez qu'à ce moment-là, c'est bien une réunion qu'on nous demande de calculer. Donc c'est 1, 3, 4, 5 et 6 les issues qui réalisent l'événement A ou B. Alors ici, il y a combien de cas favorables à la réalisation de l'événement A ou B? Eh bien, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5 cas favorables sur 6 cas possibles. Autrement dit, P de A ou B, c'est égal à 5 sixièmes. Une autre façon de le calculer, même si ce n'est pas franchement utile, ce serait d'utiliser la formule qu'on a vue précédemment. Je vous rappelle que P de A ou B, c'est égal à P de A plus P de B moins P de inter B. Alors oui, évidemment, vous allez me dire, mais cette formule est trop compliquée pour ce cas-là. C'est vrai, mais c'est juste pour montrer justement dans un cas simple comment ça fonctionne. Dans les cas les plus complexes, cette formule-là, elle est vraiment très très pratique. Alors P de A, on le rappelle, c'était 3 sixièmes, P de B 4 sixièmes, et P de A et B 2 sixièmes. Donc en remplaçant, on obtient finalement 5 sixièmes, comme on vient de le dire précédemment. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. On va passer au grand 2. Alors, juste avant de continuer, je tiens à vous dire simplement que je compte faire cette vidéo d'un trait. Je sais que j'ai pour habitude de les découper en plusieurs parties, mais là je vous laisse à vous le soin éventuellement de mettre la vidéo en pause et de la reprendre plus tard si c'est nécessaire pour vous. Donc on continue maintenant avec le grand 2 en rouge, probabilité conditionnelle.
suivi de petit a en vert, définition. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Donc définition, la probabilité conditionnelle d'un événement B, sachant qu'un autre événement A de probabilité non nulle s'est réalisé, et le nombre P de B sachant A, défini par P de B sachant A égale à P de A inter B sur P de A. Ou encore, puisqu'en fait le fait ici d'inverser A et B là, au niveau de l'intersection, ça n'a pas de différence notable, donc P de A inter B c'est égal aussi à P de B inter A, ben en fait ceci est aussi égal à P de B inter A sur P de A. Dans tous les cas, ici quand je dis sachant l'événement A, sachant A en bas ici, eh bien au dénominateur je me retrouve avec la probabilité P de A. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai mis ici A en rouge. Et donc je compte aussi sur vous, dans votre cahier, pour l'écrire en rouge de la même façon que moi. Quelques remarques importantes, donc remarque avec un S, en vert. Le nombre P de B sachant A se dit probabilité de l'événement B sachant A. Donc je vous l'écris effectivement pour le retenir. En général, ce qu'il faut retenir, c'est que P de B sachant A, c'est pas du tout la même chose que P de A sachant B. D'accord? Tout simplement parce qu'ici, effectivement, on aurait P de B sachant A, on sait que c'est P de A inter B sur P de A, alors que P de B sachant P de A sachant B, ce serait P de A inter B sur P de B. Autre chose importante aussi, c'est que par ailleurs, il ne faudra pas confondre P de B sachant A avec P de A inter B. Quelle est la différence entre ces deux choses-là? J'ai souvent vu justement sur des copies d'élèves des confusions à ce stade-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on nous demande de calculer P de A et B, déjà c'est souvent écrit de manière explicite, hein. Dans un énoncé, on voit le mot et, ou en tout cas on nous le fait comprendre qu'il y a et. En fait, la probabilité de A et B, elle est calculée sur, on va dire, l'ensemble oméga de tous les possibles. Ici, l'ensemble de référence, l'univers des possibles, c'est oméga. Alors que là, dans la probabilité P de B sachant A, ben, comme son nom l'indique, c'est sachant que l'événement A est réalisé. Donc en fait, on est plus sur un ensemble de références qui est oméga, mais sur un ensemble qui est un peu plus petit, si on peut dire. C'est l'ensemble en fait des issues qui réalisent A. Donc là, l'univers des possibles, on peut dire qu'on l'a un petit peu restreint, on l'a réduit. C'est ce qui en fait différencie ces deux probabilités. Ici, je sais que l'événement A a été réalisé. Et je demande de calculer la probabilité de l'événement B. Alors que là, je demande de calculer la probabilité de l'événement A et B simultanément. D'accord? Avec justement pour ensemble de références oméga, l'univers des possibles. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Alors, propriété. La relation de définition de la probabilité conditionnelle peut aussi s'écrire de la manière suivante. P de A et B, c'est égal à P de A fois P de B sachant A. Alors, juste pour expliquer d'où ça vient, ça, rapidement, ça découle tout simplement de cette formule-là, de la première définition. Tout simplement faisant passer P de A de l'autre côté. Je me retrouve avec en fait P de A et B qui est égal à P de A fois P de B sachant A. Sachant que le contraire de la multiplication, je vous rappelle, enfin le contraire de la division, c'est la multiplication, et inversement. Donc en fait, P de A et B, c'est égal à P de A fois P de B sachant A, donc reparez bien la place du A ici, ou encore on peut aussi intervertir en faisant P de B fois P de A sachant B. Encore une fois, regardez bien la position du B là. Et bien cette écriture, elle s'appelle la formule des probabilités composées. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Donc petit b, arbre pondéré. Si A et B sont deux événements, on peut représenter le conditionnement de B par A de la façon suivante. Donc ça c'est ce qu'on appelle un arbre. Ici on a ce qu'on appelle la racine de l'arbre, et là les croisements qu'on a là, si on peut dire, ce sont les nœuds de l'arbre. Et là les branches. Eh bien là, sur chacune des branches, on va y faire figurer des poids, et les poids c'est rien de plus que les probabilités des événements. Donc ici par exemple, j'ai la probabilité de l'événement A. Ici, j'ai la probabilité de son contraire, A bar, donc là j'ai P de A bar. Ici là, qu'est-ce que c'est? Là, c'est la probabilité de l'événement B, sachant que A est réalisé. Donc c'est P de B sachant A. Alors que là, j'ai P de B bar sachant A. Ainsi de suite pour le reste. Remarque importante, c'est que quand j'additionne les probabilités qui sont ici, c'est-à-dire issues d'un même nœud, P de A plus P de A bar, ça va faire 1. De même, ici, si je pars de ce nœud-là, la somme des probabilités qui sont sur chacune des branches là doit faire 1 encore. P de B sachant A plus P de B bar sachant A, c'est égal aussi à 1. Et ainsi de suite. Autre remarque importante, c'est que si je pars de ce nœud-là, et que je parcours tout ce chemin-là, c'est-à-dire l'événement A,
d'accord? Suivi de là l'événement B. Donc là, je vais avoir quoi? Et bien, en fait, je vais avoir la probabilité, au bout de la ligne, P de A inter B. D'accord? Et d'après ce qu'on a dit précédemment, d'après la formule des probabilités composées, ben, P de A et B, ce n'est rien de plus que le produit, la multiplication si vous préférez, P de A par P de B sachant A. D'accord? Donc P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. De même ici, on a P de A inter B bar, P de A bar inter B, et enfin P de A bar inter B bar. D'accord? Donc ça, c'est à chaque fois en partant de oméga, là, la racine de l'arbre, et en parcourant en fait à chaque fois toutes les branches qui permettent d'aboutir à l'événement final, si on peut dire. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Alors, on peut avoir des arbres pondérés un peu plus complexes, comme par exemple celui-ci. Alors, ce que je vous montre ici n'est pas noté dans votre cahier, c'est pas obligatoire, c'est juste pour faire comprendre qu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir juste deux événements, puis deux événements. On peut avoir des choses beaucoup plus complexes, comme par exemple trois événements ici en partant de la racine, donc trois événements par exemple A, B et C, suivi par exemple ici de deux événements, mais j'aurais pu en mettre tout à fait trois ou quatre, comme je veux. Donc là, je suis sur un arbre à deux niveaux, mais on peut même aller jusqu'à trois niveaux. Nous, en classe de première, vous verrez qu'on s'arrêtera souvent à deux niveaux, essentiellement. Donc dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les règles en fait, de calcul sont toujours les mêmes. Ici, on a la racine de l'arbre. Là, les probabilités qui sont ici, la somme des trois probabilités doit faire 1. De même ici, la somme des probabilités issues de ce même nœud là doit faire 1 encore une fois. Ensuite, quand on part de la racine pour arriver à la probabilité, à l'événement final, ici on va avoir la probabilité de l'intersection. Et pour calculer sa probabilité, sa valeur, il suffit simplement de faire P de A fois P de R sachant A par exemple. Voilà. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, éventuellement noter si vous le souhaitez le contenu de cette page-là, sinon continuez la lecture. Petit c, formule des probabilités totales. Vous écrirez ceci en vert dans votre cahier. N'oubliez pas comme toujours de souligner les titres. On va commencer par un petit cas particulier, le cas où on n'a que deux événements. Si A est un événement de oméga, donc je rappelle l'univers des possibles, tel que P de A est différent de 0 et P de A c'est différent de 1, donc en fait ça veut dire simplement que l'événement A, c'est pas l'événement impossible, donc il peut se réaliser, et A c'est pas non plus l'événement certain, et bien quel que soit l'événement B de oméga, donc on va écrire une petite formule justement sur la probabilité de l'événement B, donc juste schématiquement pour expliquer un peu tout ça, pour illustrer tout ça, donc là j'ai mon univers oméga tout entier, j'ai soit l'événement A, ici, soit l'événement A bar, et l'événement B qui se situe en plein milieu. Et donc là, en fait, si on voit bien, si on regarde bien, l'événement B, en fait, il est séparé en deux. On a l'événement A inter B, ou B inter A d'une part, et l'événement B inter A bar d'autre part. Ces deux événements-là sont incompatibles, on peut avoir les deux en même temps. Et bien, P de B, c'est rien de plus que P de A inter B, donc la probabilité de cet événement-là, plus la probabilité de l'événement A bar inter B. Ou encore, avec la formule des probabilités composées, c'est P de A fois P de B sachant A plus P de A bar fois P de B sachant A bar. Expliquons un petit peu mieux ceci-là. Combien je veux dire? Les événements A et B et A bar et B sont incompatibles. On ne peut pas avoir les deux en même temps, tout simplement parce que A et A bar sont eux-mêmes incompatibles. Par ailleurs, si on réunit l'événement A et B et A bar et B, on se retrouve avec l'événement B tout entier. Et bien en fait, toutes ces considérations font que justement P de B c'est égal à P de inter B plus P de A bar inter B. Et d'où ensuite la formule qu'on vient de citer précédemment. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, puis reprendre la lecture une fois que c'est noté. Définition en rouge. On appelle système complet d'événements tout ensemble fini d'événements possibles, donc de probabilité non nulle, 2 à 2 incompatibles, et dont la réunion est l'ensemble de tous les résultats possibles au cours d'une expérience aléatoire. On va expliquer ça de manière un peu plus claire avec un exemple. Donc l'exemple avec un S, prenons un dé à 6 faces, qu'il soit équilibré ou non d'ailleurs. Et je vais noter pour tout nombre entier K, compris entre 1 et 6, les événements suivants. Donc A indice K, c'est obtenir la face K. Autrement dit, en abrégé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A indice 1, c'est obtenir la face 1, A indice 2, c'est obtenir la face 2, A indice 3, c'est la face 3, etc. Eh bien, ces 6 événements-là, ils forment un système complet d'événements. Pourquoi? Je vous rappelle qu'un système complet d'événements, d'accord, d'événements possibles, ils sont 2 à 2 incompatibles. Ben oui, A1 et A2 sont incompatibles. On ne peut pas à la fois obtenir la face 1 et la face 2.
De même pour A1, A3, etc. Donc ça, en fait, pour dire que A1, A2 incompatible, A1, A3 incompatible, A1, A4 incompatible, etc., il y en a beaucoup à citer, ben, en fait, on dit en abrégé qu'ils sont 2 A2 incompatibles. C'est une façon condensée de l'exprimer. Ensuite, si je réunis l'ensemble de tous les résultats possibles ici, donc si je réunis A1, les événements A1, A2, A3, A4, A5, A6, donc A1, union A2, union A3, union A4, A5, A6, ça fait oméga, l'univers de tous les possibles. Ben ça justement, c'est ce qui caractérise un système complet d'événements. Ils sont 2 A2 incompatibles et leur réunion fait oméga, l'univers des possibles. Un autre exemple qu'on vient de voir à l'instant, c'est que en fait A et A bar forment eux aussi un système complet d'événements. Et ça c'est toujours vrai, quels que soient les exemples qu'on va prendre, un événement et son contraire forment un système complet d'événements. Une remarque, en vert, c'est que parfois, plutôt que d'utiliser l'expression système complet d'événements, on parlera parfois aussi de partition de oméga. D'accord? Donc, qu'on utilise cette expression-là ou l'autre, ça veut dire exactement la même chose. Donc, ça ne va pas vous choquer. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Donc, précédemment, on a vu un cas particulier, dans lequel on n'avait que 2 événements, donc avec A et A bar. Cette fois-ci, on va voir la formule des probabilités totales dans le cas général. Alors, on va prendre encore une fois un système complet d'événements, ou une partition d'oméga, c'est pareil. Donc on a A1, A2, A3, etc., qui sont 2 A2 incompatibles, je vous rappelle, et quand on les réunit tous entiers, ça fait oméga. Et on prend B un événement. Et bien il se trouve que P de B, c'est P de B inter A1, plus P de B inter A2, plus P de B inter A3, etc. Ou encore, avec la formule de probabilité composée, on a cette formule-là. Ça, on peut l'illustrer de la manière suivante. Donc, imaginons encore une fois oméga l'univers des possibles, que j'ai représenté. Donc là, ici, j'ai chacun de tous les événements A1, A2, A3, etc., là, qui forment une partition de oméga. Donc, ils sont 2 A2 disjoints, et quand on les réunit, on trouve oméga. Et puis là, en plein milieu, l'événement B qui croise certains d'entre eux. Là. Donc là, j'ai B inter A1, B inter A2, etc. Et bien, vous voyez bien là qu'en fait, la probabilité de l'événement B, c'est P de B inter A1, plus P de B inter A2, plus etc. Donc voilà, ceci est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, puis reprendre la lecture une fois que c'est noté. Je vous propose maintenant de faire un petit exercice pour illustrer tout ce qu'on vient de dire. Cet exercice, je ne vais pas vous obliger à l'écrire dans votre cahier. Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez le noter dans votre cahier en intégralité. On va, dans un premier temps, lire la consigne, puis je vous encourage ensuite par la suite à mettre la vidéo en pause, essayez de votre côté de chercher la réponse, essayez de trouver la réponse, et après on abordera la solution ensemble. C'est parti donc pour l'énoncé. Le parc informatique d'une entreprise est constitué d'ordinateurs de marque A, B ou C référencés au service de maintenance. 60% des ordinateurs sont de la marque A. Et parmi ceux-ci, donc le mot parmi il est très important parce que c'est lui qui va indiquer en fait une probabilité conditionnelle, parmi ceux-ci, 15% sont des portables. Ensuite, ce qu'on sait, c'est que 30% des ordinateurs sont de la marque B cette fois-ci. Et 20% d'entre eux, autrement dit, parmi ceux-ci, 20% sont des portables. Tous les autres ordinateurs sont de la marque C, et 50% d'entre eux sont des portables. On consulte au hasard la fiche d'un ordinateur, et on se demande quelle est la probabilité que ce soit la fiche d'un ordinateur portable. Donc là, mettez la vidéo en pause. De votre côté, essayez de trouver la réponse à cette question. Puis ensuite, on va aborder la solution. C'est parti pour la solution. Donc on va noter S l'événement, la fiche est celle d'un ordinateur portable. Alors j'aurais pu appeler P l'événement plutôt, comme P comme portable, mais ça aurait pas été très commode de noter par la suite P de P. Donc nous, on va écrire plutôt S l'événement, la fiche est celle d'un ordinateur portable. Le but c'est de calculer P de S. Ce qu'on sait, c'est que les événements A, B et C forment une partition d'univers. Pourquoi? Ben oui, parce que chaque ordinateur du parc informatique là, de cette entreprise est soit de marque A, soit de marque B, soit de marque C. Autrement dit, les événements, si on peut dire A, B ou C, sont 2 à 2 incompatibles. Je ne peux pas avoir un ordinateur qui est à la fois de marque A et de marque B. C'est pas possible. Par ailleurs, quand on réunit tous les ordinateurs de marque A, B ou C, on retrouve tous les ordinateurs du parc informatique, soit oméga. Donc, d'après la formule des probabilités totales, ce qu'on sait, c'est que P de S, c'est donc P de A inter S, plus P de B inter S, plus P de C inter S. Ou encore, avec la formule des probabilités composées, c'est que c'est égal à P de S sachant A, fois P de A,
plus P de S sachant B fois P de B, plus P de S sachant C fois P de C. Bon, donc maintenant, comment exploiter les informations qui sont dans l'énoncé là? On a pratiquement terminé de répondre à la question. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 60% des indicateurs qui sont de la marque A. Autrement dit, P de A, c'est égal à 0,6. Et on sait que parmi ceux-ci, 15% sont des portables. Donc, parmi ceux-ci, ça veut dire sachant que ce sont de marque A, la probabilité qu'ils soient un portable, donc la probabilité de l'événement S sachant A, c'est égal à 0,15. Donc en fait, voici ce que ça va donner. Donc P de A c'est 0,6, P de S sachant A c'est 0,15. De même, P de B, ben, il y a 30% de l'intérieur de la marque B, donc on obtient 0,30, 0,3. Pour P de S sachant B, on sait qu'il y a 20% de trucs qui sont des portables, donc P de S sachant B ça fait 0,20, 0,2. Pour P de C c'est 0,1. Bah oui, parce que je vous rappelle qu'il y a exactement 60% de marque A, 30% de marque B, ce qui fait déjà 90% des ordinateurs, et le reste, soit 10%, de marque C. Bon, et ben on sait que la moitié d'entre eux maintenant sont des ordinateurs portables, donc P de S sachant C, ça fait 0,5. Si on prend la calculatrice, on obtient 0,2. D'où la conclusion de l'exercice, c'est que la probabilité que ce soit la fiche d'un ordinateur portable, eh bien la probabilité que P de S est égale à 0,2. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause, noter le contenu de la solution, puis reprendre la lecture une fois que c'est noté. On passe maintenant au grand 3 avec la notion d'événement indépendant. Donc là encore, cette notion-là, elle aurait été abordée un petit peu avant en classe pour expliquer ce que ça signifie. Donc en rouge, évidemment, dans votre cahier, vous écrivez grand 3 événement indépendant. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Définition en rouge. On dit que deux événements sont indépendants lorsque le fait de connaître le résultat du premier événement ne nous aide pas pour prévoir le second, et inversement. Autrement dit, ça veut dire tout simplement que P de A sachant B c'est égal à P de A, ou encore que P de B sachant A c'est égal à P de B. Une remarque, c'est que, autrement dit, ces événements-là ne s'influencent pas. Un exemple, si on lance plusieurs fois une même pièce de monnaie, les lancers successifs sont indépendants les uns des autres. On pourrait d'ailleurs donner un autre exemple comme ça. Par exemple, dans le cas de tirage successif, eh bien, ça va tout changer, notamment au niveau de nos calculs. Si par exemple les tirages successifs, par exemple, je sais pas, prenons une urne dans laquelle on extrait des boules successivement, eh bien, le fait de retirer des boules, mais de ne pas les remettre, donc de faire des tirages, on dit sans remise, eh bien, en fait, on risque très souvent de rencontrer des événements justement qui sont dépendants. Alors que par contre, quand on procède cette fois-ci avec remise, quand on remet justement les boules qu'on a extraites dans l'urne, eh bien là, les tirages vont devenir indépendants les uns des autres. Voilà, donc mettez la vidéo en pause, puis reprenez la lecture une fois que c'est noté. Propriété. Donc là, celle-ci, on va l'écrire en rouge, elle est assez importante. Deux événements sont indépendants. Donc là, le mot indépendant, je l'écris en violet, vous verrez pourquoi, mais je vous demanderai vous aussi de faire pareil que moi. Si et seulement si, la probabilité de leur intersection est égale au produit de probabilité P de A fois P de B. Alors, je vous rappelle que cette formule-là, elle est fausse dans le cas général. P de A inter B, c'est par exemple P de A sachant B fois P de B, ou encore P de A fois P de B sachant A. D'accord? Mais en aucun cas, de manière générale, P de A inter B est égal à P de A fois P de B. En fait, c'est vrai à la condition que A et B sont indépendants, précisément. Alors, je propose dans cette vidéo justement d'en faire la démonstration. Donc, dans la suite, on va supposer que A et B sont deux événements possibles, c'est-à-dire de probabilité non nulle. Supposons par exemple, pour commencer, que les événements A et B sont indépendants. Le mot si seulement si, je vous rappelle qu'il traduit une équivalence. En fait, il traduit deux phrases en une. Si A et B sont indépendants, alors cette formule-là est vraie. Inversement, si P de A inter B est égal à P de A fois P de B, alors on peut en déduire qu'ils sont indépendants. Donc là, je commence par supposer qu'on a deux événements A et B qu'on ne connaît pas, mais qui sont indépendants. En particulier, ce qu'on sait, c'est que d'après la définition précédente, on a P de B sachant A qui est égal à P de B. On sait aussi que de manière générale, P de inter B c'est égal à P de A fois P de B sachant A, comme je vous le disais au début. Bon, alors en quoi c'est intéressant ça? Comme on vient de le dire, P de B sachant A c'est égal à P de B. Donc P de B sachant A, on peut le remplacer. Notamment par P de B.
Donc on a P de inter B qui est égal à P de A fois P de B sachant A, qui est encore égal à P de A fois P de B. Et ça prouve bien la formule qui est écrite en vert. Donc là, je suis parti du côté violet et j'ai réussi à aboutir au côté vert. Maintenant, on va essayer de démontrer la réciproque. C'est-à-dire, on va supposer que cette partie en vert est vraie pour en déduire la partie violette. Donc c'est parti. Réciproquement. Supposons que P de inter B est égal à P de A fois P de B. On va essayer de prouver que A et B sont indépendants. C'est-à-dire en fait de prouver qu'on a ceci. Alors pourquoi est-ce que ça c'est vrai? Ce qu'on sait c'est que P de B sachant A, c'est égal à quoi? C'est égal, d'après une des premières formules du cours, à P de inter B sur P de A. Je vous rappelle la position du A là, sous le trait de fraction, c'est très important. P de B sachant A, ici on divise par P de A. Bon, mais on vient de supposer quelque chose en vert là, très important. On vient de supposer que P de inter B c'est égal à P de A fois P de B. Donc je peux remplacer. P de inter B c'est égal à P de A fois P de B sur P de A. Et là je peux faire une petite simplification par P de A. Et j'obtiens la probabilité de l'événement B. Autrement dit, qu'est-ce que j'ai prouvé? J'ai prouvé que P de B sachant A, c'est égal à P de B. Mais ça, par définition, ça veut dire que A et B sont indépendants. Donc j'ai réussi à prouver ma réciproque. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, puis reprendre la lecture une fois que c'est noté. Et enfin, pour terminer, une dernière propriété. On va supposer qu'on a A et B deux événements indépendants. Et bien en fait, si A et B sont indépendants, il en est de même pour les événements A et B bar, c'est-à-dire le contraire de donc A et le contraire de B. De même pour A bar et B, et de même pour A bar et B bar. Donc en fait, dès que A et B sont indépendants, il en est de même des événements et de leur contraire en fait, si on peut dire. Voilà. Donc la démonstration de ceci sera faite un peu plus tard en classe. Donc là, je la ferai pas dans cette vidéo-là. Vous pouvez maintenant, à présent, donc, noter tout le contenu de cette diapo. Et une fois que vous aurez terminé, la vidéo sera terminée. Je vous remercie d'avoir suivi.